Lors de mon mariage, mon père s'est levé et a annoncé que je n'étais pas sa fille biologique. Le tintement de sa flûte de champagne a résonné comme une cloche convoquant une assemblée. 497 personnes se sont tues. 3 personnes ne l'ont pas fait. Étienne Richardson a continué à parler. Michelle Richardson, sa femme, ma belle-mère, une femme qui avait autrefois caché ma lettre d'admission à Sciences Po parce qu'elle trouvait cela amusant, a gardé son sourire. Et Nathan Richardson, l'héritier doré, le fils qu'Étienne avait brandi au-dessus d'eux. Ma tête comme une épée pendant 15 ans, a levé son verre pour un toast qui n'avait pas encore été proposé. Ils avaient répété cette scène. Je savais qu'ils le feraient. Ce qu'ils n'avaient pas répété, c'était ma réaction. Je me tenais à l'avant de la grande salle de réception du Four Seasons, dans une robe qui m'avait coûté 4 mois d'économie, serrant une petite pochette argentée contre ma hanche, sentant le contour d'une enveloppe à l'intérieur, comme un chirurgien sans son scalpel. Familier, précis, prêt. Mon mari, Jacques, a serré ma main une fois. Il savait. Il était la seule personne dans cette salle à savoir, et il ne m'avait posé qu'une seule question 3 semaines plus tôt. Lorsque je lui avais révélé mon plan, es-tu sûr? J'étais sûr. Étienne Richardson a tapoté sa flûte une seconde fois et a souri à l'assemblée comme un homme qui possédait les lieux, ce qui était techniquement le cas puisqu'il avait financé la rénovation de l'aile et de cet hôtel en 2019, et il s'était assuré que tous les gens influents de Paris le sachent. J'aimerais dire quelques mots, a-t-il déclaré, au sujet de ma fille. Il a marqué une pause sur le mot fille, comme s'il s'agissait d'un vêtement qu'il essayait de porter et qu'il trouvait mal ajusté. J'ai senti la pochette contre ma hanche. Vas-y, ai-je pensé. Tu as construit tout cela pendant 15 ans. Laisse-moi te ramener en arrière. Parce que le moment que je m'apprête à décrire, celui qui a mis fin à la dynastie des Richardson en tant que famille la plus enviée de la haute société parisienne, n'a pas commencé dans cette salle de bal. Tout a commencé dans un garde-meuble à Boulogne-Billancourt, un mardi après-midi de février. 3 ans plus tôt, quand je me suis cassé un ongle en forçant un classeur métallique qui n'avait pas été touché depuis la mort de ma mère. Je m'appelle Clarisse Avery Richardson. Oui, c'est bien mon nom. Ma mère, Diane Avery, avait l'entêtement d'une poète et refusait de me donner un prénom féminin traditionnel, et j'ai passé 31 ans soit à le défendre, soit à regarder les visages des gens se décomposer de confusion en l'entendant. Ma mère a épousé Étienne Richardson quand j'avais 2 ans. Elle était juriste avec un don pour l'organisation et un rire qui remplissait n'importe quelle pièce. Lui était une étoile montante de l'immobilier parisien, avec une mâchoire de méchant de film. Et des ambitions à la hauteur. À l'époque où j'étais assez âgé pour comprendre la valeur de l'argent, Étienne avait fait de Richardson Développement une entreprise de 200 millions d'euros. À l'époque où j'ai obtenu mon baccalauréat. Avec mention très bien et une admission à Sciences Po qui s'est mystérieusement perdue dans le courrier, découverte 3 ans plus tard coincée derrière un classeur dans le bureau de Michel, l'entreprise valait un demi-milliard. Ma mère est morte quand j'avais 19 ans. Un cancer des ovaires, rapide et impitoyable. Elle est partie en 11 mois. Elle m'a laissé 2 choses. La première était une leçon qu'elle répétait si souvent qu'elle est devenue le rythme de mon enfance, le papier est une preuve, chérie. Les gens oublient. Les conversations. Les documents ne mentent pas. La seconde était la clé d'un garde-meuble, scotché sous une boîte à bijoux avec des instructions transmises par son avocat, maître Marc Weber, du cabinet Weber et associé sur les Champs-Élysées, à n'ouvrir que 5 ans après sa mort. Maître Weber m'a remis l'enveloppe contenant la clé le jour même du 5e anniversaire de son décès. Il avait 63 ans, les cheveux argentés et la gravité particulière d'un homme qui a passé des décennies à porter les secrets les plus importants des autres.
Elle était très précise, m'a-t-il dit. Elle a dit. Tu comprendras quand tu le verras. Je suis allé à Boulogne seul. Le garde-meuble sentait le cèdre, le vieux papier et quelque chose de plus subtil. Que j'ai identifié plus tard comme le parfum de ma mère, délibérément vaporisé. Sur les boîtes en carton qu'elle avait préparées afin que, lorsque sa fille les ouvrirait enfin, elle ne soit pas seule. Je me suis assise sur le sol en béton. Froid pendant 20 minutes avant de pouvoir bouger. Puis je m'y suis mise. 3 classeurs, 47 dossiers étiquetés, une boîte contenant des clés USB, chacune datée et marquée de l'écriture de ma mère, une boîte d'archives de dossiers financiers remontant à 1998. Et par-dessus tout, scellé dans une petite enveloppe matelassée à mon nom, une lettre, une clé USB intitulée Genèse et la carte de visite de la docteure Sarah Coleman, du laboratoire Janesha. Sa clé. L'écriture de ma mère sur la lettre était stable et délibérée, comme toujours quand elle essayait de ne pas pleurer. Clarisse, si tu lis ceci, cela fait 5 ans, ce qui signifie que tu as eu le temps de devenir la personne que j'ai toujours su que tu serais. Je suis désolé de ne pas être resté pour voir ça. La famille Richardson détient des secrets que j'étais trop effrayé d'affronter de mon vivant. J'en ai honte. Mais je te protégeais. Et la protection ressemble parfois au silence. Sarah a tout. Elle t'attend. Le projet Genèse te libérera. Mais n'utilise cela que lorsque tu n'as pas d'autre choix. Car une telle information est une porte qu'on ne peut plus refermer une fois ouverte. J'ai trouvé les fichiers par accident en 2011. J'ai tout copié. J'ai couru vers Sarah parce qu'elle était la seule personne en qui j'avais confiance. En matière de science. Ce qu'elle a trouvé m'a brisé le cœur, mais cela sauvera le tien. Sois plus forte que moi, chérie. Je t'aime au-delà de tout. Maman. J'ai appelé la docteure Sarah Coleman depuis le parking à 16h47. Elle a répondu dès la première sonnerie. J'attendais depuis 5 ans, a-t-elle dit. Ta mère m'avait dit que tu appellerais quand tu serais prête. La docteure Sarah Coleman n'était pas une figure ordinaire. Elle avait un doctorat en biologie moléculaire de l'école normale supérieure, 18 ans de travail en médecine légale et un poste de professeur à la faculté de médecine de Paris, qu'elle occupait depuis 2009. En d'autres termes, ce n'était pas quelqu'un dont les conclusions pouvaient être facilement écartées. Elle m'a demandé de venir à son bureau le lendemain matin. Je l'ai fait. J'ai apporté du café, car je ne savais pas quoi apporter d'autre quand quelqu'un s'apprête à vous remettre une grenade. Je vais commencer par ce que je peux prouver, a-t-elle dit, étalant des dossiers sur son bureau avec l'efficacité calme de quelqu'un qui a répété cette conversation dans sa tête de nombreuses fois. Ta mère m'a apporté 2 échantillons d'ADN en 2013. Le premier appartenait à Nathan Richardson. Elle l'a obtenu à partir d'une brosse à cheveux. Le second était un échantillon d'une personne décédée. Elle l'avait conservé à partir d'une intervention médicale menée en 2001, à laquelle elle avait accès grâce à son travail à l'époque. Mes mains étaient toujours sur le bureau. La personne décédée, a poursuivi Sarah avec précaution, était Daniel Richardson. Le nom m'a frappé. En plein cœur. Daniel Richardson, le frère cadet d'Étienne, le charmant, le casse-cou, celui qui est mort dans un accident de voiture sur la 10A. L'été 2002, alors que Nathan avait 3 mois. J'avais entendu son nom toute mon enfance, de la manière dont les familles mentionnent les morts, doucement, brièvement, puis passent rapidement à autre chose. J'ai effectué la comparaison 3 fois, a dit Sarah. Nathan Richardson partage 0% de paternité avec Étienne Richardson. Il partage 99,97% de paternité avec Daniel Richardson. Le silence dans son bureau a duré longtemps. Michel, ai-je fini par dire. Ce n'était pas une question.
Le moment de la naissance de Nathan. Recoupé avec les dossiers de voyage de Michel. Spécifiquement, un séjour de 3 semaines dans une résidence privée à Saint-Moritz en février 2001, 9 mois avant la naissance de Nathan. Sarah a fait une pause. Ta mère était méthodique. Ma mère avait été juriste pendant 22 ans. Bien sûr. Qu'elle l'avait été. Je veux être clair sur un point, car on m'a demandé depuis. Si je me sentais triomphante à ce moment-là, si le fait de découvrir le secret de Michel m'avait procuré une bouffée de puissance. Non. Ce que j'ai ressenti. Assise dans le bureau de Sarah Coleman à Paris alors que la pluie de novembre frappait les fenêtres, était quelque chose de beaucoup plus calme et triste. J'ai ressenti le chagrin spécifique de comprendre pourquoi ma mère ne s'était jamais défendue. Elle avait trouvé cela. Elle savait. Et elle l'avait gardé. Terrifiée, pendant 2 ans avant de mourir, parce qu'elle essayait de me protéger d'une famille capable d'utiliser la vérité comme une arme. Elle avait eu raison d'avoir peur. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'elle élevait quelqu'un qui apprendrait à avoir moins peur qu'elle. J'ai passé les 3 années suivantes à me préparer, sans obsession. Je veux être précis sur cette distinction. J'ai travaillé. J'ai bâti ma carrière chez Richardson Développement, où j'avais été embauché comme coordinatrice de projet en 2019, en partie parce qu'Étienne pensait que me garder près de lui signifiait me garder sous contrôle. Et en partie parce que j'étais réellement doué pour ça. J'ai été promu 2 fois. J'ai géré un complexe immobilier de 40 millions d'euros dans le quartier de la Défense. J'ai tout documenté. Chaque réunion où mes idées étaient présentées par Nathan et attribuées à lui. Chaque évaluation de performance où Michel, qui siégeait au conseil d'administration, remettait en question mon engagement envers la vision à long terme de l'entreprise. Chaque fois qu'Étienne disait de cette voix particulière, celle qui semblait généreuse tout en étant tout le contraire, tu as de la chance de porter le nom Richardson. N'oublie jamais ça. Je n'ai pas oublié. J'ai rempli 3 classeurs. La fille de ma mère jusqu'au bout. Maître Weber, mon avocat à l'époque, a tout examiné. Tout. Comme la docteure Patricia Hugne, experte comptable judiciaire chez Hugne et Associés. Spécialisée dans les malversations en entreprise. Elle a trouvé ce que je soupçonnais, une exclusion systématique des structures de participation aux bénéfices auxquels j'avais légalement droit selon les documents de fiducie, sur lesquels ma mère avait insisté lors de son mariage. Des documents qu'Étienne avait apparemment oubliés, car il avait supposé que ma mère n'était qu'une jolie femme qui faisait confiance à de jolis papiers. Elle ne l'était pas. La fiducie m'ouvrait droit à 17% des bénéfices nets de Richardson Développement durant ma vie, sous réserve de mon emploi dans l'entreprise. Étienne avait détourné ses versements pendant 9 ans via une société écran appelée Jeunesse Capital, un nom qui m'a fait éclater de rire quand Patricia me l'a montré, car l'univers a clairement un sens de l'ironie. Il les redirigeait vers un fonds discrétionnaire, contrôlé conjointement par Étienne et Michel. Le total s'élevait à environ 4,3 millions d'euros. C'est une somme sérieuse, a dit Patricia. Elle avait des lunettes fines et l'allure d'une femme qui avait tout vu et qui n'était surprise que lorsque les choses étaient pires que ce qu'elle attendait. C'est aussi un dossier simple et clair. Je sais, ai-je répondu. Je ne dépose pas plainte tout de suite. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quand ce sera le moment? 6 jours avant mon mariage, Nathan m'a coincé. Je veux être précise à ce sujet aussi. Il ne m'a pas tendu une embuscade en privé. Il l'a fait dans l'open space du 14e étage de l'immeuble Richardson. Développement, devant environ 20 collègues. À 14h14, un mardi. Je connais l'heure car mon téléphone enregistrait déjà. En France, on peut enregistrer une conversation à laquelle on participe sans le consentement de l'autre partie.
Nathan avait 31 ans, 4 ans de moins que moi, avec la carrure d'Étienne. Et bien que je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce que j'aille chez Sarah, il avait cette façon particulière de serrer la mâchoire quand il était en colère, propre à Daniel Richardson. Il s'est planté entre moi et l'ascenseur, comme les hommes le font quand ils ont décidé que votre dignité est un inconvénient pour leur emploi du temps. Tu dois savoir, a-t-il dit assez fort pour que toute la pièce entende, qu'après ce mariage, tu es fini ici. Papa a déjà parlé au conseil. Michel connaît des gens au tribunal. Tu contesteras la fiducie et tu perdras, et alors tu n'auras plus rien. Ni travail, ni filet de sécurité, ni non Richardson pour te protéger. Le bureau est devenu très calme, de cette manière particulière. Les open spaces se taisent quand quelque chose de vraiment laid se produit et que tout le monde décide de s'intéresser soudainement à ces écrans. J'ai regardé Nathan pendant un long moment. Merci pour l'avertissement, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Il s'attendait à des larmes, de la colère, ou à ce recul tremblant que je lui avais offert pendant des années quand Étienne haussait le ton. Il n'a rien obtenu d'eux. Tout cela, et l'absence de réaction l'a tellement décontenancé qu'il est simplement reparti. Je suis retourné à mon bureau. J'ai envoyé le fichier audio à Maître Weber à 14h19. Il a répondu à 14h34, cela change le calendrier. Nous devons parler ce soir. Le plan avait toujours été discret. Déposer les recours juridiques, laisser la justice faire son œuvre, quitter l'entreprise, se reconstruire ailleurs, pas de drame, pas de spectacle. Mais le discours de Nathan au bureau, les témoins, le caractère délibéré, la façon dont il avait choisi un cadre public pour me dire que j'étais une moins que rien. Quelque chose s'est calcifié en moi cet après-midi-là. Et quand j'ai parlé à Marc ce soir-là et qu'il m'a dit qu'Étienne avait déjà déposé une motion préliminaire pour contester les dispositions de la fiducie, effective à la date de mon mariage, ce qu'il prévoyait apparemment depuis des mois. Comptant sur le langage ambigu de la fiducie concernant le statut familial ou autre chose à cristalliser. Ils allaient le faire publiquement. Ils allaient se lever à mon mariage, le jour le plus témoigné, le plus photographié, le plus exposé socialement de ma vie, et me dépouiller nu devant tous ceux qui comptaient. Parce qu'ils croyaient que l'humiliation maximale était le contrôle maximal. Ils pensaient que s'ils m'humiliaient devant 500 personnes, incluant des juges, des députés, des membres du conseil et des journalistes, je m'effondrerais. Ils ne comprenaient pas ce que ma mère avait passé 17 ans à m'enseigner. J'ai appelé Sarah Coleman à 22h30. J'ai besoin que tout soit admissible au tribunal. Ai-je dit. Triple vérification. J'ai besoin que tu sois prête à témoigner. En personne si nécessaire. Une pause. Clarisse, a-t-elle dit, je suis prête depuis 2013. J'ai appelé Marc. J'ai appelé Patricia. J'ai demandé à Jacques, mon Jacques, l'homme le plus stable que j'ai jamais connu, un professeur d'histoire qui ne m'a jamais fait sentir en 4 ans que j'étais trop, s'il comprenait ce que notre réception de mariage allait devenir. Il a pris le temps de réfléchir. Est-ce que ça va aller, a-t-il demandé. À terme. Alors je suis avec toi, a-t-il dit. Mais j'ai droit à la première danse avant tout ça, n'est-ce pas? Nous étions d'accord. La première danse serait normale. J'ai ri pour la première fois en 6 jours. Oui, ai-je dit. La première danse est normale. La grande salle du Four Seasons peut accueillir 512 personnes. Le soir du 18 octobre 2024, elle en accueillait 498. La liste des invités comprenait le juge Raymond Patterson du tribunal de grande instance, un ami de la famille Richardson, ce qui m'avait toujours frappé comme le genre de détail qui compte. La députée Diane Morgan, 3 membres du conseil
d'administration de Richardson Développement, le correspondant immobilier du journal Le Monde et Kenji Tanaka, le promoteur japonais dont le partenariat avec Richardson était l'accord international le plus important de la décennie. Étienne Richardson a passé l'heure du cocktail à travailler la salle comme pour une campagne électorale. Je l'observais de loin, acceptant les félicitations pour mon mariage avec la chaleur gracieuse et légèrement fatiguée d'un homme accomplissant son devoir civique. Michel flottait à ses côtés en ivoire. Elle portait toujours de l'ivoire lors des événements où j'étais en blanc. Elle croyait, semble-t-il, aux petites cruautés entretenues sur des décennies. Nathan était à la table 4. Je l'avais placé à la table 4 spécifiquement parce que la table 12 avait une ligne de vue directe sur le micro. C'est là que la docteure Sarah Coleman était assise dans un blazer bleu marine, buvant de l'eau gazeuse. Attendant. Jacques et moi avons dansé. Je veux dire cela honnêtement. C'était une vraie danse. Et pendant ces 4 minutes, rien d'autre n'existait. 15 ans à se faire dire que je n'étais pas à ma place. 3 ans de classeur, 6 jours d'angoisse et de précision. Tout cela était ailleurs. Et je n'étais qu'une femme dansant avec un homme qui m'avait choisi. Point final. Aucune condition. Puis la chanson s'est terminée. À 20h47, Étienne Richardson a pris une fourchette à dessert et a fait tinter sa flûte. La salle s'est calmée. Rapidement. Étienne avait cette qualité. Les pièces se calmaient pour lui. Il mesurait un M90 avec des tempes argentées et la confiance décontractée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non pour rien d'important. J'aimerais dire quelques mots, a-t-il dit au sujet de ma fille. Il a laissé la pause respirer. Certains d'entre vous savent que Clarisse est entrée dans notre famille dans des circonstances particulières. Il a souri, ce sourire chaleureux et plein de regrets qu'il déployait si habilement. Celui qui faisait paraître tout ce qui suivait comme un fardeau qu'il portait héroïquement. Elle n'est pas née de moi. Elle a été adoptée dans la famille Richardson quand sa mère et moi nous sommes mariés. Et je l'ai généreusement entretenue au cours des 29 dernières années. 3 classeurs, 4,3 millions d'euros, une lettre d'admission à Sciences Po derrière un classeur. Le sang est le sang, a dit Étienne. Et bien que j'aime Clarisse de la façon dont on aime une pupille, le nom Richardson comporte des responsabilités qui doivent être protégées. À 7. Fin, j'annonce ce soir devant témoins mon intention de contester les dispositions de la fiducie, mettant fin à tout soutien financier, avec effet immédiat. Il a laissé cette phrase retomber. Personne n'a levé son verre. Personne, à part Michel et Nathan, qui ont levé les leurs en parfaite harmonie. Le juge Patterson regardait sa nappe. La députée Morgan s'était figée. Monsieur Tanaka observait Étienne avec l'expression poliment indéchiffrable d'un homme qui recalcule quelque chose d'important. Je me suis levé. Je veux vous dire que je me suis sentie puissante à ce moment-là, que j'ai marché vers le micro avec la confiance de quelqu'un qui a déjà gagné. Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais main était froide. Mon pouls était partout à la fois. J'étais intensément consciente de ma robe, de mes talons, de la distance entre ma table et le pied du micro, et des 500 visages se tournant vers moi comme un champ de fleurs, suivant la mauvaise lumière. Mais mon menton était levé. Étienne a vu mon visage. Et quelque chose a vacillé derrière ses yeux. La première fissure dans une très longue certitude. J'ai pris le micro. Merci, Étienne, ai-je dit. Ma voix était stable. Je n'étais pas sûr qu'elle le serait. Puisque nous partageons des détails familiaux ce soir, j'ai ouvert ma pochette. J'ai sorti l'enveloppe. Michel a attrapé le bras d'Étienne. Il l'a repoussé. Il souriait. Toujours confiant. Il pensait que j'avais un contre-document sur la fiducie,
quelque chose de financier et d'ennuyeux qu'il pourrait contester. Devant les tribunaux pendant des années. Il n'avait aucune idée. Ceci est un document du laboratoire Janesh de Saclay. Je l'ai brandi. Pas de façon dramatique, juste clairement. Comme on tiendrait quelque chose au tribunal. Date du test, 3 octobre 2024. Sujet, Nathan James Richardson. Sujet paternel. Présumé, Étienne Arlo Richardson. Le téléphone de Nathan a glissé de la table et a frappé le sol. Michel secouait la tête. Des mouvements rapides. Comme une correction qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire. Probabilité de paternité entre Nathan Richardson et Étienne Richardson, 0%. La salle avait cessé de respirer. Je l'ai senti. 500 personnes retenant leur souffle. Simultanément. Une assiette s'est brisée quelque part près de l'entrée de la cuisine. J'ai appris plus tard que c'était un serveur qui écoutait et qui avait lâché prise. Cependant, ai-je continué, gardant ma voix égale, le laboratoire a pu identifier une correspondance de paternité de 99,97% avec un second sujet. J'ai regardé Étienne. Daniel Richardson, votre frère, décédé en août 2002. Ce qui est sorti d'Étienne Richardson à ce moment-là n'était pas un mot. C'était un son. Une expiration basse et brisée que le micro a capté et transporté à travers la salle silencieuse. Le son de la compréhension structurelle totale d'un homme sur sa propre vie qui se fracturait en même temps. Il s'est tourné vers Michel. Elle était déjà en train de se dissoudre. Daniel, sa voix a craqué. Le micro l'a renvoyé aux 500 personnes. Mon frère. Tu voyageais tout le temps, a-t-elle dit. Elle ne s'adressait pas à la salle. Elle avait oublié que la salle existait. Il était là. Il était juste. Il était toujours là. Le garçon que tu as élevé comme ton fils. Ai-je dit clairement et sans inflexion, est ton neveu. Étienne s'est assis. Pas de la façon dont les gens s'assoient sur des chaises. De la façon dont les marionnettes s'effondrent quand quelqu'un lâche les ficelles. Nathan s'est levé. Il criait. Quelque chose à propos de documents falsifiés, de sabotage. D'avocat. Le mot « procès » est apparu plusieurs fois. Sa voix était très forte. Et très effrayée, et elle a rempli toute la pièce. Le juge Raymond Patterson. Qui connaissait Étienne Richardson depuis 22 ans et avait assisté à son dîner de 50e anniversaire, a regardé Nathan à travers la salle et a dit. D'une voix comme celle de quelqu'un qui clôt un dossier, « Asseyez-vous, mon garçon. » Nathan s'est assis. La docteure Sarah Coleman s'est levée de la table 12. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Les professeurs de médecine avec 18 ans de travail médico-légal n'ont pas besoin d'élever la voix dans les salles de bal. La salle lui a accordé son attention aussi. Naturellement qu'elle donne à une rivière son chemin. Le document est triple. Vérifié, a-t-elle dit. La méthodologie, la chaîne de garde et les conclusions sont admissibles au tribunal. Je suis prête à témoigner dans ce sens. Devant toute juridiction compétente. Puis elle s'est rasseoise et est revenue à son eau gazeuse. Ce qui s'est passé dans les 4 minutes suivantes, je peux le décrire en fragments, car ma perception est devenue étrange comme elle le fait dans les moments de véritable magnitude. Tous les détails sont très nets et dans le désordre. Les membres du conseil se regroupant à la table 7. J'ai vu le directeur financier de Richardson se pencher vers la directrice juridique avec l'expression d'un homme qui vient de réaliser que le bâtiment dans lequel il se trouve appartient à quelqu'un d'autre que ce qu'il pensait. La députée Morgan. Reculant, la main de son chef de cabinet sur son coude, tous deux se déplaçant tranquillement vers la sortie comme si le sol était fait de glace. Kenji Tanaka. Traversant la salle en ligne droite vers moi, naviguant entre les tables avec une efficacité sereine, s'arrêtant à 1 mètre,
penchant légèrement la tête et disant à voix basse, « Mademoiselle Avery Richardson, j'aimerais planifier une réunion dès que possible. » Sans Monsieur Richardson senior présent, ai-je dit. Oui. Michel pleurait de cette manière absolue et sans retenue, comme les gens pleurent quand ils ont cessé de penser aux témoins. Le mascara, le son, la façon dont ses épaules tremblaient. Étienne était à côté d'elle et il ne la touchait pas et ne la regardait pas. Il regardait Nathan, qui s'était rassis. Devenu très blanc et très immobile, la façon dont les gens regardent quand ils font des calculs sur quelque chose d'énorme. Et Étienne fixait le visage de Nathan. Il n'avait jamais regardé le visage de Nathan de cette manière particulière auparavant. Ou peut-être l'avait-il fait parfois au cours des 30 ans et s'était-il trouvé des excuses, ou ne s'était-il pas laissé aller à la pensée. Les pommettes, a dit Étienne. Il était toujours assis. Le micro n'était plus dans sa main, mais la pièce était si calme que cela n'importait pas. Sa voix a atteint chaque table. Mon Dieu, il a les yeux de Daniel. Il m'a regardé. Je ne sais pas ce qu'il attendait. Peut-être pensait-il que je détournerais le regard. Peut-être pensait-il que je m'adoucirais. Oui, ai-je dit. C'est le cas. Le mariage s'est terminé 3 heures plus tard que prévu. Il ne s'est pas mal terminé. Ou plutôt, la partie qui était mon mariage ne s'est pas mal terminée. Jacques et moi avons une autre dernière danse à minuit, et c'était bien. Et les gens qui étaient venus pour nous, et non pour le non Richardson, étaient là, et c'était suffisant. La partie de la soirée qui était une détonation pour la famille Richardson s'est terminée un peu plus tôt. Michel a été ramenée chez elle par une voiture qu'elle avait appelée elle-même. Étienne a été emmené par son chauffeur personnel à 22h15, portant toujours son smoking à 15 000 €. Nathan est parti entre ces deux événements. Seul dans une voiture de location, ce que j'ai appris plus tard parce que quelqu'un l'a photographié, et cela a brièvement circulé sur un forum de l'immobilier. Maître Weber a déposé les recours financiers contre Richardson. Développement le 23 octobre 2024, 5 jours après le mariage. L'expertise comptable de Patricia Hung a constitué la colonne vertébrale des preuves. L'affaire de violation de la fiducie a été réglée 11 mois plus tard pour un montant que mon avocat m'a demandé de ne pas divulguer publiquement, si ce n'est qu'il incluait les 4,3 millions d'euros de versements détournés, plus les intérêts et les frais juridiques. Le rapport ADN de Sarah Coleman est devenu partie intégrante d'une procédure juridique parallèle concernant le statut de Nathan en tant qu'héritier légal dans la structure successorale des Richardson. Cette affaire suit toujours son cours devant les tribunaux au moment où j'écris ces lignes. Je n'y suis pas parti. La réunion avec Tanaka a eu lieu 10 jours après le mariage, dans une salle de conférence avec vue sur le port. Elle a duré 4 heures. Le partenariat avec Richardson Développement a été restructuré de manière significative, l'équipe juridique de Tanaka exigeant de nouvelles dispositions de contrôle. Les termes de cette restructuration incluent mon implication en tant que consultante, ce qui était la suggestion de Kenji Tanaka. Pas la mienne. Étienne Richardson ne m'a pas parlé depuis le soir du 18 octobre. Nathan non plus. Michel m'a envoyé une lettre en janvier, manuscrite, que je ne citerai pas en détail, par une certaine forme d'épuisement qui n'est pas de la miséricorde, mais qui en est proche. La lettre était longue. Elle expliquait plus que je n'avais besoin de savoir sur les 14 mois à Saint-Moritz. En 2001, et sur un chagrin qu'elle avait porté seule pendant 23 ans, et sur les choix impossibles d'une femme effrayée qui avait fait les mauvais. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Ma mère était une juriste de banlieue qui gagnait 38 000 € par an pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Qui m'a appris que le papier est une preuve et que les documents ne mentent pas. Elle avait raison sur les 2 points. Elle avait aussi raison sur quelque chose qu'elle n'a dit qu'une fois. Vers la fin,
Quand l'infirmière était partie et que nous étions juste nous deux dans la cuisine et qu'elle avait une de ces heures de lucidité, celle qui ressemblait à des cadeaux. Elle m'a regardé à travers la table et a dit, la partie la plus difficile n'est pas de connaître la vérité. La partie la plus difficile est de la connaître et d'attendre jusqu'au moment où la vérité peut réellement faire quelque chose. Elle attendait depuis 11 ans à ce moment-là. Elle a manqué de temps avant que le moment ne vienne. Elle m'a laissé le moment à la place. Je l'ai gardé en sécurité pendant 3 années de plus. Et puis j'ai marché vers un micro dans une salle de bal du four Seasons dans une robe qui m'a coûté 4 mois d'économie. Et j'ai ouvert une enveloppe et j'ai donné à la vérité l'espace dont elle avait besoin. Étienne Richardson a construit un empire de 500 millions d'euros en s'assurant que les gens savaient ce qu'ils lui devaient. Il a oublié de garder une trace de ce qu'il devait. Le papier est une preuve. Les documents ne mentent pas. Ma mère m'a appris cela. 6 mois après le mariage, je me suis tenu dans le garde-meuble de Boulogne pour la dernière fois. J'avais tout déménagé. Les classeurs, les boîtes, les clés USB, tout cela avait servi son but. Les réclamations juridiques étaient réglées. L'expertise comptable avait produit un virement bancaire sur un compte à mon nom. Le partenariat Tanaka avait été restructuré avec de nouvelles dispositions de contrôle et mon nom sur un contrat de consultation. Richardson Développement existait toujours, mais différemment. Maintenant. Plus petit, plus calme, sans cette confiance particulière qui vient de la conviction que vous ne serez jamais tenu responsable. J'ai gardé une chose. Du garde-meuble, la lettre que ma mère m'a écrite. Je l'ai repliée dans son enveloppe, je l'ai mise dans ma poche de manteau, et je suis rentré chez Jacques, qui corrigeait des copies à la table de la cuisine avec une tasse de thé froide à côté de lui, comme il le fait toujours les jeudis soirs, fiable. Comme la gravité. Il a levé les yeux quand je suis entré. Terminé ? A-t-il demandé. Terminé, ai-je dit. Il a hoché la tête, et retourné à ses copies. Et je me suis assise en face de lui, et je l'ai regardé travailler un moment. La lampe chaude entre nous, la ville calme dehors. Étienne Richardson n'a jamais appelé. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre que la personne qui les a rejetés les voie enfin. Clairement. Je comprends cette faim. J'ai vécu à l'intérieur pendant 15 ans. Mais quelque part entre le garde-meuble et le micro et tout ce qui a suivi, j'ai cessé d'avoir besoin qu'Étienne Richardson comprenne ce qu'il avait perdu. Je savais déjà ce que j'avais. Ma mère m'a appris qui j'étais bien avant qu'Étienne Richardson ait la chance de me dire qui je n'étais pas. Cela allait toujours suffire. Cela allait toujours gagner.